Et avec nous en plateau, Philippe Moreau-Chevrolet, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur France 24. Vous êtes spécialiste de la communication politique. 6 millions de téléspectateurs hier soir pour la première partie. Ils étaient un peu moins nombreux pour la suite. Score correct, ça montre quoi? Que les Français avaient besoin d'explications ou qu'ils sont fans de politique? Alors, ils avaient besoin de voir le chef de l'État, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vu, et d'avoir des explications sur ce qui est en train de se passer dans le pays, qui est assez inquiétant, puisqu'on a d'un côté des menaces extérieures très fortes sur lesquelles il faut expliquer. D'ailleurs, il l'a beaucoup fait. Et puis d'un autre côté, une situation domestique qui est quand même pas très tranquille. Il y a des municipales, une présidentielle, des incertitudes économiques, l'allié américain qui s'en va. Enfin, tout ça méritait de passer un peu de temps. Sans aucune annonce, pas de référendum, donc pas de confirmation en tout cas. Ça, c'est quoi? C'est pas son rôle? Non, c'est la grande faiblesse de l'intervention. C'est-à-dire qu'on peut se demander pourquoi il l'a fait au final. Il y a plusieurs hypothèses. Soit il est intervenu pour faire en sorte de renforcer son Premier ministre, le soutenir dans la crise d'image qu'il a avec l'affaire Betaram, ça il l'a fait. Soit il est intervenu il a renforcé François Bayrou selon vous? Il est venu en tout cas essayer de renforcer sa propre opposition à lui au plan domestique, qui était un peu affaibli par François Bayrou. Parce que François Bayrou est obligé de rendre des comptes sur l'affaire Betaram, oui, qui est une affaire très douloureuse, où il est manifestement en tort. Il y avait une commission d'enquête cet après-midi. On en parlera un peu plus tard, oui. Et puis d'un autre côté, François Bayrou a lancé tout seul une idée de référendum sur le budget qui serait catastrophique pour l'exécutif, parce qu'en gros, ça reviendrait à demander aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour avoir une politique d'austérité? La chance que les Français répondent oui est infinitésimale, donc il est venu aussi pour mettre un peu d'ordre dans la maison et faire en sorte de rétablir un peu de fluidité. Et donc l'annonce d'un référendum serait c'est trop tôt pour l'annoncer? Alors le référendum, il veut pas le faire manifestement. Moi, j'ai jamais pensé qu'il voudrait annoncer quelque chose dans cette intervention, parce qu'en général, quand il intervient, c'est pour parler, pour s'écouter beaucoup parler aussi, un peu. C'est son défaut, mais aussi pour essayer de réparer sa relation avec les Français. Il pense vraiment, Emmanuel Macron, et ça fait partie de son ADN, que quand on parle, on répare, on agit. Donc quand il pense que quand il parle 3 heures aux Français, ça va avoir un impact sur sa relation avec les Français. Mais est-ce qu'on n'a pas plutôt vu un président impuissant? Quelque part oui, parce que ce qu'on attendait, c'était un acte fort. S'il vient nous chercher, s'il veut qu'on parle ensemble, quelque part, puisqu'il y avait des représentants des Français sur le plateau de la société civile, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Si c'est juste défendre son bilan, il peut le faire plus tard, il peut le faire une fois qu'il sera plus au pouvoir, il n'y a pas besoin de le faire maintenant. Il n'y a pas d'urgence pour le pays à l'écouter. Il aurait fallu poser un acte. Est-ce qu'il s'en est sorti sur le plan international? Il a posé quand même des lignes très claires sur Gaza. Il s'en est sorti très bien parce qu'il a pris des distances avec Benjamin Netanyahou, à un moment où même une grosse partie de la communauté juive prend ses distances avec Netanyahou. On a vu le rabbin Delphine Orviller, on a vu Johann Sfar, le dessinateur, qui était très, et à juste titre mobilisé autour du 7 octobre. On les a vus changer de position ou de pied par rapport à Israël, donc il est dans ce mouvement-là. Et puis il est aussi là pour parler de l'Ukraine et montrer que face à Trump et Poutine, cette sorte d'alliance anti-ukrainienne, l'Europe serait pro-Ukraine. Son activisme sur l'Ukraine, il s'est déplacé à Kiev le week-end dernier. Est-ce qu'elle est mal comprise? On entendait des Français pendant l'émission dire c'est le président qui veut nous lancer dans une nouvelle guerre. Alors oui, elle peut être mal comprise essentiellement par la frange droite, extrême droite, par la branche populiste de l'opinion, qui est très forte en ce moment, donc ça monte. Après, le fait de défendre l'Ukraine a été assez mal présenté aux Français, c'est-à-dire qu'il faudrait leur dire, c'est fait mais assez peu et pas très bien, que si on ne défend pas l'Ukraine, en fait on ne défend pas nos propres frontières. On ne défend pas non plus l'intégrité de l'Europe. Il y a des pays en Europe, on est 27, qui si l'Ukraine n'est pas défendue, seront demain attaqués par la Russie qui est en train de reconstituer ses forces. Ça n'a pas été très bien vendu, entre guillemets, à l'opinion française. Maintenant, très majoritairement, les Français soutiennent Zelensky. Il n'y a pas une once de pénétration de l'idéologie russe dans l'opinion française, en dehors, encore une fois, des idéologues d'extrême droite qui sont encartés parfois dans des mouvements extrémistes. Est-ce que vous avez perçu des messages plus politiques de la part du président Macron? Il a beaucoup parlé de Gérald Darmanin, il est revenu à plusieurs reprises, un peu aussi de Sébastien Lecornu. Oui, il a une fonction politique aussi. Il y a une fonction politique à cette intervention. Pourquoi? Parce que, au fond, il y a beaucoup de prétendants pour 2027 qui font beaucoup de bruit. Bruno Retailleau est en train d'essayer de prendre le contrôle de LR, les Républicains, le pôle de droite, face à Laurent Wauquiez,
On ne sait pas encore ce que ça va donner. L'un ou l'autre, en tout cas, a des ambitions présidentielles. Gérald Darmanin est en course pour les présidentielles. Gabriel Attal est en course pour le présidentiel, l'ancien Premier ministre. Édouard Philippe est déjà candidat déclaré. Donc il y a beaucoup de gens. Et le risque pour Emmanuel Macron, c'est de disparaître. Parce qu'il a 2 premiers ministres successifs, Barnier et Bayrou, qui sont assez actifs politiquement, qui sont des pointures quand même. Et il a des concurrents qui sont, enfin des successeurs qui sont déjà affirmés. Donc lui, il risque de vraiment, pour les Français, passer au second plan. Oui. Et je pense qu'il a une peur terrible de disparaître. Et il a besoin quand même de l'opinion française, notamment pour jouer le rôle qu'il fait de champion de l'Europe et de l'UE par rapport à la Russie ou aux États-Unis. Et il ne veut pas disparaître. Il l'a dit lui-même, il faudra compter sur moi après 2027, voire peut-être 2032, puisqu'à la fin de l'émission, il n'a pas fermé la porte à une 3e candidature. Non, après, en fait, ce dont les Français avaient besoin là, c'est peut-être plus de réponses et d'actions que de parler d'Emmanuel Macron. Le gros problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il parle d'Emmanuel Macron. Ce qui était très bien dans la séquence internationale, c'est qu'à aucun moment il a parlé de lui. Il parlait de l'Ukraine, il parlait de Gaza, il parlait des grands problèmes, et il les gérait par ailleurs très bien sur la scène internationale. La France a vraiment pris une position leader en Europe sur ces sujets. Donc il n'avait pas besoin de revenir sur le plan domestique pour parler de lui. C'était ni attendu, ni voulu, ni souhaité pour les Français. Donc il fallait arriver avec quelque chose de fort, une annonce, une consultation, juste pour justifier le temps qu'on passe. Oui. Ça n'a pas été fait. Oui. Il ne l'a pas encore compris. Mais... Et il a fustigé l'immobilisme politique en renvoyant dos à dos les partis une nouvelle fois. Bon, la dissolution a été fatale. Il n'y a pas eu de mea culpa. On n'est pas revenu sur cet acte manqué, ça a raté. Non, mais l'allocution présidentielle servait à tourner la page de la dissolution. En gros, il a laissé passer du temps qui était supposé effacer la mauvaise impression de la dissolution, ce qui a été en partie le cas, puisqu'il a très bien réussi à l'international. Et il se dit probablement que s'il ne revient pas maintenant, il ne pourra pas revenir du tout. Donc on le fait avant les vacances. Et il pense que ça tourne la page probablement de la dissolution. Moi, je suis frappé du fait qu'il n'y ait eu aucune vraie question sur ce sujet. Ouais. Et j'aurais pour ma part apprécié d'avoir peut-être un des interlocuteurs plus politique qui aurait pu rentrer dans est-ce qu'il ne faudrait pas quand même réformer ce système qui fonctionne plus très bien. Il n'y a pas eu beaucoup ça. Parce qu'il y a encore la possibilité d'une dissolution avant la fin du quinquennat. Il y a ça, et puis parce que peut-être il faudrait, avant de partir, qu'il essaie de changer les institutions, peut-être pour avoir moins de présidentialité, peut-être pour nous protéger d'un pouvoir autoritaire qui n'est pas à exclure après ce qui se passe ailleurs. Donc on pourrait imaginer qu'il amorce cette réflexion-là. Il ne le fera pas, évidemment. Mais ça aurait été intéressant d'avoir sur le plateau, au lieu d'un Robert Ménard qui est un populiste pur et dur, donc impossible de débattre avec un populiste, impossible de gagner pour le président face à Robert Ménard, par exemple. Donc il aurait mieux valu avoir quelqu'un qui avait du fond et qui aurait pu peut-être porter du positif et un message d'union. Parce que Robert Ménard, il était là pour faire du Ménard, quoi. Faire du show. Oui, du show. L'autre fait politique, c'est l'audition donc à 17h de François Bayrou devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'affaire Betaram. Le Premier ministre est accusé d'avoir eu connaissance de violences infligées dans cette école privée sans avoir pris de mesures appropriées. Si c'est le cas, François Bayrou aurait également menti à la représentation nationale. Le sujet avant de Florence Mathieu. Que savait-il de ce qui se jouait derrière les murs de Betaram? Des violences physiques, sexuelles infligées aux enfants. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit, pas une seule fois de ma vie. De toute ma vie politique, je ne suis intervenu dans une affaire judiciaire. Jamais. Aujourd'hui, François Bayrou va devoir répondre à ses contradicteurs devant la commission d'enquête de l'Assemblée. 1996, les premiers signalements de maltraitance envers de jeunes élèves sont évoqués dans les journaux télévisés. Polémique à l'Estelle Betaram, près de Pau, le père d'un élève de 14 ans a déposé plainte pour coups et blessures volontaires et traitements inhumains et dégradants. François Bayrou est alors ministre de l'Éducation. Son fils est élève dans l'établissement, sa femme y donne des cours de catéchisme et aurait même assisté à des scènes de violence, selon une enseignante de mathématiques qui officiait à cette époque. On entendait un adulte hurler sur un enfant. On entendait les coups. Et on entendait l'enfant qui suppliait qu'on arrête. Je me retourne vers Elisabeth Bayrou et je lui dis « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» François Bayrou, qui affirme ne pas avoir été informé, a pourtant diligenté une inspection de l'éducation nationale à Betaram. Le rapport évoque des gifles données à des élèves et des châtiments où certains sont laissés en petite tenue hors du bâtiment.
2 ans plus tard, le directeur de l'établissement, le père Caricart, est mis en examen pour viol sur mineur. Il va être exfiltré vers l'Italie avant de se suicider. François Bayrou, qui dit ne pas connaître l'abbé et affirme n'avoir rien su, s'est pourtant rendu chez le juge qui instruisait le dossier. D'après ce dernier, ils ont bien évoqué Bétharame. Il est venu me voir pour une raison bien claire, non pas pour m'influencer, faire pression, savoir ce qu'il en était, mais parce que son fils y était élève. Il était inquiet, il voulait savoir ce qui pouvait se passer. Inquiet pour son fils, le Premier ministre dit avoir appris il y a seulement quelques semaines que sa fille, elle aussi, avait été violentée. À ce jour, près de 200 plaintes ont été répertoriées. Voilà, et donc cette audition tout à l'heure à 17h, il semble que là, les révélations soient accablantes contre le Premier ministre et qu'il ait menti à l'Assemblée nationale. C'est la jurisprudence François Fillon. Pendant la campagne présidentielle de 2017, François Fillon a été accusé de choses assez graves, on va pas revenir là-dessus, mais en gros, il s'est défendu avec la même méthode. Le déni, il ne s'est rien passé. L'attaque, si on m'attaque, c'est qu'il y a un complot politique contre moi. On veut me nuire, on veut m'affaiblir. Et puis après, un discours parfaitement lénifiant, lisse et incapable de faire face à la réalité. Aujourd'hui, on a des médias qui font le supplice chinois. Vous avez beaucoup de médias aujourd'hui qui font de l'investigation. Les informations, elles sortent au compte-gouttes. Vous avez une première information qui sort. Si l'histoire est fausse, ça s'arrête là. Mais c'est rarement le cas. Vous en avez généralement une deuxième, une troisième. Et puis le politique, il commence par nier. Et quand il a nié, il est enfermé. Et il continue. Et plus le niveau de l'eau monte, plus il se noie. Et on assiste là à la noyade de François Bayrou, qui était parfaitement évitable. Il aurait pu encore aujourd'hui dire... Ok, j'ai fait une erreur à l'époque, j'ai mal géré. C'était une époque où on gérait mal ce type d'affaires. Il est évident que c'était une erreur. Je voudrais m'excuser auprès des personnes que ça a pu blesser, dont ma propre famille. Vous savez, c'est très douloureux. Et on va trouver une réparation. Et la réparation, c'est un projet de loi, un travail. L'aide à la petite enfance est en noyade aussi en France. Hein. Ça va très très mal. Il pourrait être utile et faire de cette crise un outil pour dire l'aide à la petite enfance, la prévention des violences en milieu scolaire. On va y travailler, on va lancer quelque chose. Voilà, sinon, il risque sa tête. Ah oui, il va sauter à terme. Il va de toute façon sauter, parce qu'on ne peut pas avoir un Premier ministre qui ment sur un sujet aussi grave avec sa propre fille qui est victime, sans que ça ait des conséquences politiques. Ce serait presque inquiétant.